Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, remobilisation des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le directoire du parti a reçu ce jour à Yaoundé ses membres récemment libérés à travers le pays. Ces militants réaffirment leur engagement à poursuivre le combat politique. Vous suivrez dans ce journal comment il décrit avec douleur le calvaire et les tortures subies durant leur incarcération. Célébration de la journée mondiale des enseignants sous fond de revendications au Cameroun. Exaspérés par leurs mauvaises conditions, ces seigneurs de la craie déplorent haut et fort la clochardisation de même que la précarité qui mine leur profession au Cameroun. Ils lancent une fois de plus un appel à une amélioration de leurs conditions de vie, de même qu'une révalorisation salariale. Vous la suivrez au cœur de ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun, conduit par le professeur Maurice Kamto, a reçu ce jour les militants récemment libérés dans les villes de Yaoundé, de Fou, Douala et Bafoussam. La rencontre a eu lieu ce jour au siège du parti à Yaoundé. Cette réunion a permis dans le cadre de remercier les anciens détenus et de les remobiliser. Ces militants réaffirment leur engagement à poursuivre le combat politique. Vous suivrez dans le reportage comment il décrit le calvaire vécu durant leur incarcération. C'est un reportage de Ben Christine Moudio et Emmanuel Diop. Adolphe Kouam est sorti des geôles de la prison de Newbel à Douala il y a quelques jours. De ce séjour de 2 ans, ce militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC garde des séquelles physiques. Arrivé en prison, puisqu'on dormait très difficilement déjà, on dormait à tour de rôle, puis c'était pas facile pour nous de subir ce genre de sommeil alors qu'on n'était pas habitué. Et puis bon, quand j'ai un moment là commencé, j'ai senti la faiblesse dans les bras, je me suis approché du service médical de la prison. On fait comprendre que c'est le mauvais sommeil, c'est mauvaise condition de sommeil, peut-être la mauvaise nutrition. C'est avec un long temps qu'on s'est rendu compte que ça ne faisait qu'évoluer. Comme lui, ils sont nombreux à avoir passé de sales moments derrière les barreaux. J'ai eu beaucoup de difficultés, comme je le dis. J'ai même été passé à l'isoloir, où j'ai passé pratiquement 3 mois. Notre situation d'incarcération était très mauvaise déjà au niveau de nos cellules, où nous dormions en même le sol. Nous avons dormi en même le sol pendant pratiquement 1 an. Nous faisions des jours de veille, c'est-à-dire comme nous étions très nombreux dans une pièce très réduite, la promiscuité et tout, il fallait que certaines personnes, pendant qu'ils veillent, d'autres dorment. Nous les rencontrons au siège du MRC au quartier Oudja à Yaoundé. Derrière cette porte se tient une rencontre entre les 29 militants libérés ces derniers jours et le directoire de la formation politique. La rencontre a pour but de remobiliser les troupes. Nous sommes très contents que le parti se soit mobilisé pour nous ragaillardir, nous faire comprendre avec le président en tête que le combat continue. Nous sommes ici aujourd'hui avec le président qui, avec son directoire et ses conseillers spéciaux, nous ont donné beaucoup de paroles qui nous amènent à comprendre que le combat que nous menons, non seulement il est un combat de longue haleine, mais c'est un combat qui va porter. Au total, 29 personnes ont été libérées depuis le 29 septembre 2022. Alors, il s'agit des personnes qui ont été condamnées à 24 mois ou 2 ans depuis leur arrestation en septembre 2020. Ces personnes-là, au nombre de 29, devaient donc purger totalement leur peine. Une soixantaine de militants demeurent encore en prison, notamment ceux qui comparaissent devant la cour d'appel du centre et qui ont rendez-vous avec cette juridiction le 20 octobre prochain. Je pense que l'exercice qui sera
autorisé à la défense le 20 octobre. Ce serait un exercice pour répondre aux réquisitions du commissaire du gouvernement qui tendait à l'irrecevabilité de l'appel fondé sur ces actes. On rappelle, ces personnes avaient été arrêtées en septembre 2020 dans le cadre des marches dites blanches, des manifestations qui appelaient notamment à la réforme du système électoral au Cameroun. Et une vague d'émotions se propage après l'acquittement du professeur Dieudonné Oyono. L'ancien recteur de l'université de Douala a quitté la prison centrale de Yaoundé et rejoint ses proches après 4 ans d'incarcération. Le professeur Dieudonné Oyono recouvre ainsi la liberté après avoir été innocenté et blanchi par le TCS dans une affaire de détournement de plus d'1 milliard de francs CFA. Retour sur ce dénouement heureux dans ce reportage de Ben Christy Moudio une fois de plus. Non coupable, c'est le verdict du tribunal criminel spécial dans l'affaire qui oppose l'université de Douala au professeur Dieudonné Oyono et 5 autres accusés. L'ancien recteur est ainsi acquitté des chefs d'accusation de détournement d'1,455 milliard de francs CFA dans le cadre de la création des caisses d'avance. Il est par ailleurs acquitté des accusations de détournement de plus de 500 millions de francs CFA relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu durant la période 2014-2015. Un verdict salué par le conseil de l'ancien recteur. La première chose qu'on retient et qui est tout à fait réconfortante pour l'avocate que je suis, c'est que c'est possible, devant le TCS, c'est possible d'être acquitté. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la décision qui a été rendue. Elle a vraiment été motivée par la collégialité et c'est un espoir. C'est un espoir, c'est une porte ouverte. Cet acquittement a conduit à la main levée du mandat de détention provisoire. C'est donc tard dans la nuit du mardi 4 octobre 2022 que l'ancien recteur de l'université de Douala, accueilli par sa famille, a quitté la prison centrale de Kondengue. Pour l'instant, les conseils du professeur Dieudonné Oyono restent muets sur une possible demande de réparation à l'État du Cameroun. Discrétionnairement, il verra. Je ne peux pas parler pour lui, mais je crois que ce dont a besoin le professeur Oyono maintenant, vraiment, c'est de calme et de repos. Il avisera en temps opportun, je pense. Je ne suis pas mieux placée maintenant pour en parler. Je crois que ce dont il a besoin, c'est de se reposer, de retrouver sa famille tranquillement. Voilà. L'ancien recteur de l'université de Douala aura passé plus de 4 années en détention. Il avait été incarcéré à la prison centrale de Kondengue le 20 mars 2018. Et à l'extrême nord, Cameroun, Amadou Ali est élevé à la dignité de grand cordon de l'ordre national du mérite camerounais à titre posthume. Cette distinction lui a été décernée au nom du chef de l'État par Joseph Beti Assomo, ministre de la Défense. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Kolofata, son village natal, 7 jours après le décès de l'ex-ministre, comme le veut la tradition musulmane. Amadou Daïrou et Xavier Fouka. Amadou Ali, honoré à titre posthume par Joseph Beti Assomo, ministre camerounais en charge de la Défense, représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie funèbre à Kolofata. Monsieur Amadou Ali, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand cordon de l'ordre national du mérite camerounais à titre posthume. Une distinction qui vaut tout son mérite, au regard des fonctions occupées par ce haut commis de l'État, ainsi que son implication dans la lutte contre Boko Haram. En ce 7e jour de la Sadakat, comme le veut la tradition musulmane, l'illustre disparu a eu droit au rituel funèbre musulman avec la présence des fidèles camerounais et ceux venus des pays voisins. Joseph Beti Assomo était accompagné à cette cérémonie de hauts responsables de la région de l'extrême nord. La cérémonie officielle est ponctuée par le dépôt de la gemme de fleurs du couple présidentiel, les honneurs militaires, la remise de la décoration à titre posthume et la lecture de la lettre de condoléances du chef de l'État. En rappel, l'ancien vice-premier ministre Amadou Ali est décédé le 27 septembre 2022.
Et sur le théâtre de la crise anglophone, 2 ans après leur élection, les membres de la South-West Assembly Regional Assembly entament une visite de paix et de réconciliation dans cette région fragilisée par un conflit armé depuis 2016. Seulement, la société civile juge cette mission peu fructueuse. Selon elle, seul le chef de l'État, Paul Biya, a la solution à ces maux qui secouent les régions anglophones au Cameroun. Le reportage de Hubert Michel Kameni. Vue aérienne de Mendi, chef-lieu du département du Lé-Bialem, en proie à la crise anglophone depuis 2016. Ici, pas l'ombre d'une personne. Les infrastructures étatiques sont tous abandonnées dans la broussaille. C'est à cet effet que les membres du South-West Regional Assembly ont entamé leur visite de paix et de réconciliation en choisissant la ville d'Aloé, au détriment de Mendi, chef-lieu du dit département. En temps normal, on devrait être à Mendi, qui est notre chef-lieu. Mais nous sommes contraints d'être à Aloé, pour des raisons que vous connaissez peut-être mieux que moi. Une visite que la société civile juge formalitive, après la récente tournée du Premier ministre qui n'a abouti à aucun résultat. Si maintenant il faut encore qu'on recommence la même chose, aujourd'hui avec les présidents des régions, je ne sais pas si vraiment ça pourra porter. Voyez-vous, faire cette tournée-là nécessite beaucoup d'argent déjà. Et voyez-vous que depuis que ce conseil a été élu en 2020, on reste toujours à s'interroger effectivement quelles sont les missions de ce conseil, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce problème est au niveau du sommet de l'État et le chef de l'État est la seule personne pour l'instant que je pense que vraiment si lui-même s'est déployé dans ce parcours de recherche ou bien de consultation en département avec les autres départements. Je pense qu'on pouvait au moins espérer qu'on ait une voie d'issue. La South-West Regional Assembly de son côté se dit déterminée à parcourir les 6 départements de la région pour faire passer son message de paix et de réconciliation. Et dans le chapitre consacré à la journée mondiale des enseignants au Cameroun, plusieurs d'entre eux continuent de dispenser le savoir dans des conditions précaires et déplorables. C'est d'ailleurs le cas à l'école publique de Sando Umaru à Loum, dans le département du Mungo, où l'état défectueux des bâtiments constitue un véritable danger pour les apprenants. Le reportage de Jacques Molon et Gladys Didier. École publique Sonda Umaru dans l'arrondissement de Loum, nous sommes dans le département du Mungo. Dans une salle de classe, des élèves suivent attentivement les cours. Comme leur enseignante, ils ne se laissent pas distraire par l'aspect physique de la bâtisse. À l'intérieur, le plafond arraché de part et d'autre. À l'extérieur, le spectacle est quasiment le même. Murs défraîchis, toiture emportée par la force des intempéries. Des salles de classe pratiquement en plein air, certains animaux y ont trouvé refuge. Certainement attirés par l'herbe fraîche qui a envahi une partie de la cour de récréation. Des travaux auraient pu être engagés, mais les moyens de l'association des parents d'élèves et enseignants restent très limités, confie le directeur de cette école. Les effectifs diminuent du jour au lendemain. Nous initions des cours de correspondance à monsieur le maire de la ville pour qu'il puisse intervenir dans la situation de ces grosses œuvres-là, qui sont au-dessus des moyens de l'APE. Les enseignants qui dispensent le savoir dans ces conditions disent être obligés de redoubler de vigilance pour éviter d'éventuels accidents à l'école. Les choses se compliquent davantage en saison pluvieuse. Lorsqu'il pleut, les salles de classe suintent et lorsque l'eau tombe, ça mouille les enfants à l'intérieur. Donc nous sommes obligés d'avancer les bancs pour que les effets des enfants ne se détruisent pas. Créée en 1949, l'école publique Sonda Umaru de Loum n'a pas été rénovée depuis lors. Pourtant, plusieurs personnalités du département du Mungo y ont fait leur classe. Je me rappelle quand j'étais petite, c'est une école où c'était pas n'importe qui pouvait être ici. Donc c'était une école que tout le monde enviait. Mais aujourd'hui, elle est devenue comme une dernière des écoles.
Donc ça fait que en fait, ça ne donne même plus envie d'inscrire les enfants ici. Là. Pourtant, cette école a formé des élites. Il y a des grands hommes dans ce pays qui sont passés par cette école. Ancien élève de cette école, cet homme en appelle à la mutualisation des forces afin de reconstruire les bâtiments délabrés. De 85 jusqu'à 91, j'ai fait mes études primaires à l'école Fanda au Maroc. Bon, quand je vois cette école-là aujourd'hui, franchement, ça ne ressemble plus à ce que cela était. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de constater les bâtiments qui sont en voie de disparition pour manque d'entretien, juste pour le simple fait qu'on n'est pas capable de remplacer les tôles. Les responsables de cette école publique attendent toujours d'avoir des réponses favorables à leurs différentes requêtes. Et cette célébration de la Journée mondiale des enseignants ce 5 octobre 2022 a été l'occasion pour ces seigneurs de la craie de passer en revue les mots qui fragilisent et dévalorisent leur profession au Cameroun. Ils déplorent la clochardisation dans laquelle sombrent plusieurs enseignants au Cameroun, de même que les retards et le non-paiement des salaires ainsi que des primes. Josiane Gork et Christine Babanda sont allés à la rencontre de quelques enseignants à Douala et voici leur reportage. Moi, aujourd'hui, directeur d'une école d'application, je n'ai pas encore les primes de suggestion. Au Cameroun, l'enseignant chargé de transmettre le savoir à des millions de personnes est mal loti selon des observateurs. Manque de reconnaissance, salaire pas à la hauteur, les seigneurs de la craie peinent à joindre les deux bouts. Le salaire que nous percevons est dérisoire. À côté de tout cela, s'ajoute le non-paiement de certaines primes et de certains avancements qui entachent l'exercice de ce métier. Les dossiers sont bloqués dans les ministères et nous ne savons vraiment pas pourquoi. Les actes de carrière, les reclassements, les avancements et autres. Nous ne demandons pas l'augmentation de salaire. Quand vous entendez là que les enseignants revendiquent, non, c'est ce que nous avons travaillé. Du côté des syndicalistes, cette situation pourrait faire perdre à l'enseignement ses lettres de noblesse. On aura des hommes et des femmes devant des tableaux noirs dans des salles de classe qu'on appellera enseignants, mais en réalité, ce seraient des mercenaires. Et pourtant, la recommandation conjointe de l'Organisation internationale du travail et du Fonds des Nations unies pour l'enfance sur la condition des soldats de l'enseignement est claire. Les enseignants doivent bénéficier de meilleures conditions de travail et de rémunération compte tenu de la qualité du travail qu'ils abattent au quotidien. Une occasion pour le syndicat de rappeler à ses collègues qu'ils sont eux-mêmes responsables, traitement qui leur est infligé. Les enseignants eux-mêmes doivent savoir qu'ils ne sont pas innocents dans ce qui leur arrive. Tous, ils sont attachés aux précarités. Chez les fonctionnaires, ils attendent les nominations. Et à cause de la nomination, on se laisse trimballer. Et il va de soi que la chose va perdurer tant que nous n'allons pas prendre notre destin en main. La 28e édition de la Journée internationale de l'enseignant se célèbre dans un contexte marqué par les mouvements d'humeur des enseignants qui durent depuis des mois. Et dans ce chapitre éducation, reparlons de la rentrée universitaire au Cameroun. Dans le sud, la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université d'Ebolova, nouvellement créée par le chef de l'État, devra donc se contenter des structures du lycée classique pour le lancement de son année académique. Malgré ce déficit infrastructurel, le doyen rassure quant à l'effectivité des cours. Roger Takala et Joseph Abena-Bena. C'est la première année académique qui s'ouvre ici à l'université d'Ebolova, notamment la faculté des sciences juridiques et politiques. Les inscriptions et les derniers réglages administratifs sont à l'ordre du jour. Je suis là aujourd'hui, c'est pour déposer mes dossiers pour étudier à la faculté des sciences juridiques. Nous sommes en train de nous préparer afin que le cadre infrastructurel soit quand même accueillant. Il faudrait pouvoir ranger les tables, ranger les chaises, ranger les salles de cours. L'université nouvellement créée hérite ici des structures du lycée classique d'Ebolova, diversement appréciées par les étudiants. En termes d'infrastructure, nous ne trouvons pas que c'est déjà bien bâti. Du moins, le gouvernement doit trouver une solution pour que ce soit bien bâti parce que d'ici, vraiment, c'est pas évident que ce soit ici. Pourtant, ça peut être ailleurs, dans un espace plus aéré. Le campus n'est pas quand même bâti comme un campus. Il n'y a pas assez de bâtiments. Bon, on n'a pas le choix, on va juste se débrouiller ici.
Pour ce qui est des infrastructures et de la ressource humaine, le doyen de cette faculté rassure que tout est prêt. Je dois pouvoir vous assurer que nous sommes fin prêts. La faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Bolova est en quelque sorte née des cendres de l'ex-annexe à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 à soi, ce qui signifie qu'elle bénéficiait déjà d'un certain nombre d'infrastructures, notamment cette partie du lycée classique de Bolova, qui lui sert de salle de cours. En termes d'effectifs du personnel enseignant, nous sommes plutôt bien lotis pour une faculté naissante, parce que nous comptons que 5 enseignants de rang magistral, 13 chargés de cours et quelques assistants. Ici, à Bolova, les populations sont plutôt fières de la proximité d'une université pour leur progéniture. Nous sommes reconnaissants que nos parents, nos enfants sont à proximité. La plupart de nos maisons qu'on ne paie pas. Premier point. Et nous, les parents, on se rend sur le qui-vive à se rencontrer avec les professeurs, les enseignants, on va se rencontrer lors des réunions, lors de certains problèmes. Actuellement, nos enfants vont rester sur place. Nous n'allons plus beaucoup dépenser. Et en termes d'infrastructures, aussi les bâtiments, la ville va se développer. Lors du dernier conseil d'administration en septembre dernier, 3 milliards de francs CFA avaient été votés pour un budget de 3 mois consacré au démarrage des activités de cette année académique. Et à l'université de Marois, dans la région de l'extrême nord, malgré le début effectif des cours, l'institution universitaire souffre de manque d'infrastructures pour accueillir des étudiants. Ils sont donc obligés de se serrer dans les salles des âmes de bonne volonté pour pouvoir suivre les cours dans des conditions difficiles. Amadou Daïro et Achille Kamga. Rentrée académique effective à l'université de Marois. Et pour le constater, la première autorité de cette institution, le recteur s'est personnellement rendu dans ce qui tient lieu d'amphithéâtre du campus de Kongola Djulgouf Kodek pour assister aux premières unités d'enseignement dispensées dans cette université. Vous savez sans doute, l'université de Marois est en progression constante en termes de démographie estudiantine. Nous étions à près de 32 000 en 2020-2021, presque 36 à 37 000 en 2021-2022. Et là, à date, au niveau des préinscriptions, nous avons des indications que nous avons déjà dépassé la barre de 4 000 étudiants. On parle effectivement de préinscriptions en cours et de pratiquement 2 000 à 2 500 pour des préinscriptions achevées. Un début de rentrée effectif qui n'occulte pas le malaise qui couvre au sein de cette université, causé par l'absence d'infrastructures propres à elle. Selon nos sources, les différents bâtiments abritant les facultés de l'université de Marois appartiennent pour la plupart aux commerçants, élites et hommes politiques de la région de l'extrême nord. D'ailleurs, en marge de cette rentrée académique 2022, la base vie de la construction de la route Marois-Mora a cédé ses locaux à l'École nationale supérieure polytechnique de Marois. Le recteur a reçu les clés le même jour et s'en dit soulagé. Cette base vie pourrait nous donner une très grande inspiration dans la gestion de nos espèces, mais également elle nous permettra d'appliquer toutes les hautes instructions que nous avons reçues pour faire de l'École nationale supérieure polytechnique une école de référence. Pour cette année académique, 50 000 étudiants sont attendus dans les amphis des facultés et écoles de l'université de Marois. Nous parlons infrastructure routière à présent. Emmanuel Nganundu Messi appelle les entreprises prestataires à accélérer les travaux de bitumage sur le tronçon routier du Djaï-Lobo dans la région du Sud. Sur les 2760 km, seuls 634 ont pu être effectués jusqu'ici. Le ministre des Travaux publics a donc effectué une descente sur le chantier, souhaite que cette route soit livrée dans les délais impartis. Le reportage de Marcelin Gansop. Sur un linéaire global du réseau routier, estimé à 2760 km, 43% est en bon état, 15% en moyen état et environ 40% en mauvais état.
Faut-il pour autant conclure que le département du Dia-et-Lobo est mal loti en la matière? Ce d'autant que pas moins de 163 km de route sont en cours de bitumage. Ce réseau routier est bon et j'allais même dire très bon. Nous, c'était la situation que nous rencontrons sur 2 axes routiers en terre. Et ces axes routiers en construction avancent dans le respect du chronogramme. J'ai demandé que cela se poursuive pour qu'à la fin de l'année, tous ces axes routiers soient effectivement livrés comme prévu. Ici, au Carrefour Mofo, se dévoile le monument dédié au président de la République. C'est un projet qui fédère autour de lui plusieurs autres, dont la réhabilitation du réseau routier de Saint-Mélima, dont il n'est pas exagéré de dire qu'il était suffisamment dégradé. Les travaux sont pour ce qui est du gros œuvre, achevés à 100%. Nous avons lancé les travaux du VRD, le béton pour la clôture qui est également fini. La fin de travaux est prévue pour le début de l'année prochaine, fin du mois de janvier 2023. Bien qu'affectés par les déguerpissements, les riverains sont déjà pressés d'en tirer le maximum d'avantages au regard des nombreuses opportunités qu'offre ce carrefour. J'ai un petit chapalo là à côté, il y a un peu de tout, la nourriture, le déjeuner et la boisson. Et du vin de palme. Et du vin de palme aussi. Vous pensez que quand la route va être bonne, votre activité va tourner? Oui, ça va évoluer. On va construire, ça sera joli et ça va évoluer. Avec 634 km de route bitumée, le département du Dia-et-Lobo en redemande. Surtout que 1962 km de route demeurent en terre, ce qui ne facilite pas le déplacement des populations, dont une bonne partie vit en zone rurale. Et par ces temps de pluie, c'est la croix et la bannière. C'est l'occasion pour moi de saluer l'engagement, la proactivité de ce maire. Et c'est ce que nous attendons de chaque maire pour pouvoir les accompagner en matière d'aménagement de leurs infrastructures routières pour que sur ce volet-là, que la décentralisation ait un contenu réel. La mise en service du site provisoire du parc à camions de Saint-Mélima ainsi que la visite de plusieurs chantiers routiers en cours d'exécution à Mélomé-Sala constituent les autres temps forts du séjour du ministre des Travaux publics dans le Dia-et-Lobo. Dans le reste de l'actualité à Douala, le marché Nuidedo dans le 1er arrondissement a été le théâtre de manifestations cette fin de journée. Des commerçants en colère accusent le président de l'espace marchand d'avoir ordonné la destruction de plusieurs rayons afin de procéder à la surenchère des prix d'achat des espaces. Le reportage de Théophile Tchonke et de Jean-Paul Boyo. Le marché New Day de théâtre de manifestation toute la matinée de ce 5 octobre. Les commerçants de ce marché de la ville de Douala manifestent contre une opération de casse menée dans leur pavillon commercial. Nous sommes tellement déçus parce que nous ne pouvons, un côté ne peut pas se détruire et l'autre côté rester. Nous ne comprenons pas parce que le président décide de nous détruire. Il demande 116 000 par personne. Nous sommes les mères d'enfants. On se donne pour nourrir nos familles. C'est pas le président qui va arriver aujourd'hui, il nous casse. On est voté. On a voté le président. Si le président veut qu'on doit payer ici, il doit construire les bourses. C'est pas le commerçant. C'est pas le commerçant qui va venir construire les bourses quand on vient louer. C'est très simple. Les occupants du pavillon commercial cassé accusent le président du dit marché de surenchérir les prix d'achat de places dans ce marché. Il nous demande une somme de 113 000 par personne. Les 113 000 qu'il demande, c'est pas public. Il dit que c'est pour construire les comptoirs. On les fait comprendre que les comptoirs, le marché, c'est un parking. Et qu'on sait qu'un matin, nous pouvons partir. Alors quand on vient nous demander les 113 000 là, qu'est-ce qui prouve qu'en nous donnant les 113 000, les comptoirs seront construits? Mis en cause, le président du marché dénonce quant à lui une cabale. Pour lui, cette opération vise l'assainissement du marché afin de ramener la situation à la normale. On a demandé au maire un accord pour pouvoir viabiliser l'endroit. Vous voyez que l'endroit est vraiment insalubre et invivable. Et la majorité des commerçants sont d'accord et participent même pour la viabilisation de l'extérieur. Après concertation, le superviseur général promet une commission de recensement en vue de coordonner l'installation correcte dans le marché. Dans l'escale internationale de ce journal, l'arrivée au Burkina Faso
Pour évaluer la situation sécuritaire au lendemain du coup d'État militaire, la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se dit donc satisfaite après avoir échangé avec le capitaine Traoré. Le nouvel homme fort du pays des hommes intègres a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur pour un retour à l'ordre constitutionnel. Évocation dans ce reportage d'Éric Florent Watat et Julien Berthe-Bissaï. Sa visite reportée une première fois. La délégation de la CEDEAO vient finalement de séjourner au Burkina Faso. Au bout d'une évaluation de la situation sécuritaire post-coup d'État du 30 septembre dernier, les émissaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se disent satisfaits des échanges avec le nouvel homme fort du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Conduite par l'ancien président de la République du Niger, le médiateur de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, se réjouit de ce changement à la tête du pays, sans une effusion de sang. Je suis totalement satisfait de l'entretien que j'ai eu avec le capitaine. Nous repartons confiants. Nous allons rendre compte de notre mission au président en exercice de la CEDEAO et au chef d'État. De cet entretien, l'institution sous-régionale s'engage à accompagner le Burkina Faso dans le processus de transition. Tout comme le capitaine Ibrahim Traoré promet de respecter les engagements pris par son prédécesseur sur l'organisation des élections générales pour un retour des civils au pouvoir d'ici juillet 2024, tournant ainsi la page du 9e coup d'État en 53 ans au pays des hommes intègres. Avec le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons eu des échanges très approfondis, des échanges francs, et j'ai rappelé l'engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabé, afin que le peuple burkinabé réussisse la transition qui est en cours. Ces mandataires de la CEDEAO ont débarqué à Ouagadougou dans une ambiance d'hostilité à l'organisation sous-régionale et la France. Tous accueillis à l'aéroport par des manifestants, brandissant des drapeaux russes et scandant des slogans anti-français et anti-CEDEAO. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Equinox Télévision.